Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de questions d'actu, le Roundup. L'Algérie joint le geste à la parole dans le raffermissement de ses liens avec ses ressortissants à l'étranger. Le président de la République vient donc de réinstaurer une conférence qui ne s'était plus tenue depuis des décennies en Algérie avec les chefs de poste consulaires et a instruit son Premier ministre de prendre en charge l'ensemble des préoccupations et situations des membres de la communauté algérienne à l'étranger, de protéger aussi leurs intérêts en toutes circonstances de précarité ou d'irrégularité. Un message qui résonne notamment au sein de notre communauté en France, particulièrement où le climat politique nauséabond dans ce pays et l'agitation médiatique vise, on le sait, directement les binationaux algériens. En deuxième partie d'émission, Mahfoud Kaoubi nous rejoindra, l'économiste de l'émission. Nous parlerons avec lui aussi de cette cabale numérique contre le géant minier GarageBillet depuis son lancement cette semaine par le chef de l'État. Des vidéos prétendument explicatives pullulent sur les réseaux sociaux, le but étant de discréditer ce grand projet économique structurant. Avec nos consultants, nous allons faire une sorte de fact-checking des fake news les plus populaires sur le web, sans oublier l'analyse de notre chroniqueur Artisan Malik, lui aussi qui a son regard sur l'actualité. Et avec nous ce soir, Sami Kaïdi, bonsoir. Bonsoir Samia Bacha. Merci d'être avec nous. Notre invité ce soir, M. Mamri Riyad Abdelkrim, journaliste à Ifriqiya FM, bonsoir. Bonsoir Samia. Merci d'être avec nous. Et puis par téléphone, depuis Paris, Mme Karima Khatim, élue locale et présidente de l'association Amitié franco-algérienne. Bonsoir Karima Khatim, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors on va augmenter un petit peu le son pour mieux vous entendre à la régie. Alors Sami, au-delà des mesures spéciales lors des saisons estivales, les rendez-vous électifs et autres circonstances exceptionnelles, telles que les rapatriements en cas de guerre, par exemple, dans un pays étranger, c'est globalement la troisième étape que le président de la République initie donc en direction de cette communauté nationale à l'étranger, en partant de la loi fondamentale en 2020. C'est d'abord là que la diaspora algérienne s'est vue promue en partie intégrante de la nation. L'État s'était engagé dans la constitution du pays à œuvrer déjà, à protéger ses intérêts, à la promouvoir et à la considérer comme partie intégrante de la nation. Effectivement, la loi fondamentale adoptée par voie référendaire en 2020 a placé la communauté nationale résidente à l'étranger au cœur des priorités des pouvoirs publics. Et elle est également au cœur des priorités du premier magistrat du pays depuis son élection à la présidence de la République en décembre 2019. Une série de mesures ont été adoptées, comme vous l'avez évoqué, à l'instar de la possibilité de notre communauté de prétendre à une retraite sur le territoire national, d'avoir des rapatriements pris en charge totalement par l'État algérien et la possibilité de souscrire à diverses formules pour obtenir un logement en Algérie. On peut dire que cette rencontre des chefs des chefs de postes consulaires, 43, qui ont été réunis en conclave à Alger, apparaît comme étant un peu la cerise sur ce gâteau qui est toute une charpente mise en place pour renforcer, consolider l'unité entre les Algériens, où qu'ils se trouvent sur le territoire national ou vivant à l'étranger. Il est intéressant aussi de rappeler la mise en place, il y a quelques années à peine, d'un numéro vert pour la prise en charge des citoyens résidents à l'étranger, pour prendre en charge effectivement leurs préoccupations, leurs urgences. Et c'est la priorité aussi de cette rencontre, qui n'est pas qu'une halte pour la modernisation des prestations administratives, mais surtout pour les prendre en charge davantage, de défendre leurs intérêts, et ce, dans une conjoncture particulière qui est la montée notamment de l'extrême droite dans divers pays européens et des menaces aussi qui se font sentir par conséquent. Donc il y a l'État algérien qui a redoublé d'efforts pour rappeler que la communauté nationale résidente à l'étranger, et notamment en France, qui subit, on a pu le voir ces dernières semaines, des campagnes de diffamation, des charges médiatiques, politiques. Et là, cette rencontre est là pour leur dire à notre communauté qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont algériens à part entière. Qu'ils sont soutenus aussi. Qu'ils sont soutenus. Quelles que soient les circonstances. Mais bien entendu, Samia Bacha. Et que l'Algérie n'oublie pas ses enfants. Oui.
Alors, justement, Abdelkrim Mamri, il y a eu donc récemment cet appel du président de la République au retour des jeunes, ce qu'on appelle nous les clandestins ou les immigrés illégaux, en situation de grande précarité à l'étranger. Et comme pour joindre, je le disais, l'acte à la parole, il réinstaure cette conférence qui n'avait plus été, qui ne s'était plus tenue depuis des décades en réalité, et convoque les chefs consulaires, les chefs de poste consulaires, et place la communauté au cœur des préoccupations. À votre avis, quel type de mécanismes vont être... Alors, je pose la question comme ça. On a déjà, Sami Kaidi a déjà énuméré un certain nombre de mécanismes qui ont déjà été mis en place. Quelle peut être cette nouvelle approche, selon vous? Merci Samia. Tout d'abord, pour reprendre un petit peu les propos de Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Monsieur Attaf, il a clairement expliqué que ce n'était pas seulement un choix technique, le fait de réunir les chefs de postes consulaires en conclave, justement, mais c'est une volonté de prendre en charge toutes les préoccupations des Algériens établis à l'étranger, des binationaux, notamment dans un contexte assez particulier, comme l'a rappelé notre ami Sami, il y a une montée du phénomène de la xénophobie, un discours haineux envers tout ce qui est algérien en France. Et clairement, là, on retrouve l'extrême droite qui est derrière ce discours-là. Maintenant, en ce qui concerne l'initiative qui a été prise au plan diplomatique, je pense que la mission actuellement des chefs de poste consulaire est justement de retisser des liens avec la communauté algérienne. Quand vous dites retisser, c'est parce qu'ils se sont défaits, ces liens, par le passé? On a peut-être été un peu négligent envers cette diaspora? Parmi les décisions qui ont été prises, justement, c'est de revoir un petit peu tout ce qui est dispositif administratif. Beaucoup d'Algériens établis à l'étranger ont exprimé justement des préoccupations par rapport à des questions administratives, l'établissement de passeports, de cartes d'identité. Et l'une des instructions justement à travers cette réunion, c'est d'accélérer la numérisation des services consulaires, de rapprocher les consulats des Algériens installés à l'étranger et de reprendre un petit peu la main. D'ailleurs, bien avant, le président de la République a pris la décision de régulariser les Algériens, Harraga notamment, en France, avec un objectif qui va au-delà du fait de régulariser seulement, mais c'était pour couper court à toutes les tentatives d'instrumentalisation. Et de récupération, tout à fait. Vous savez, lorsque un jeune de 25 ans se retrouve en situation précaire, il est plus enclin à être instrumentalisé. Et c'est ça le sens, justement. D'ailleurs, la réunion des chefs consulaires s'inscrit dans la continuité de la décision du président de la République, justement de régulariser et de permettre aux Haraka peut-être de se projeter en Algérie une fois que leur situation sera régularisée. Et d'y retourner dans la dignité. C'est ça. Il n'y aura pas ce complexe de venir dans une situation de vulnérabilité. En fait, ça réconforte la position de l'État algérien, celle de préserver la dignité des Algériens là où ils se trouvent et de leur offrir, de leur donner de l'espoir ici en Algérie. Oui. Alors, Karima Khatim, est-ce que vous nous entendez? Alors, je vous entends, mais je vous entends pas très bien. Il y a un écho. On va essayer d'augmenter le son. Je vais vous poser ma première question. Quel est votre sentiment sur ce qui a été dit donc, lors de cette conférence à Alger des chefs des postes consulaires? Et globalement, il s'agit de prendre en charge toutes les préoccupations et les inquiétudes de la communauté algérienne à l'étranger. C'est un pas de plus dans cette approche, on peut le dire, humaine, avec la diaspora, entre bien sûr l'Algérie et sa diaspora. Alors, clairement, l'appel du président de la République et la réactivation de la conférence des chefs de poste consulaires marque bien une volonté politique claire de refonder la relation entre l'État et la communauté nationale établie à l'étranger. Donc, cette dynamique, elle doit se traduire par
par des avancées concrètes. Et donc on parle beaucoup de modernisation et simplification des services consulaires, comme l'a pu dire notre ami qui est sur le plateau, mais avec des guichets uniques, des procédures accélérées sur des dossiers complexes concernant l'administration, l'état civil. On parle aussi de désignation d'un référent, beaucoup ici dédié à la communauté nationale établie à l'étranger, ce qui est attendu dans chaque consulat doté d'une mission d'accompagnement, d'écoute et pour résoudre certaines situations sensibles. On peut parler aussi d'un programme de développement d'un programme structuré de mobilité et de retour temporaire. On en a encore parlé sur le plateau en faveur des jeunes talents, des cadres, des entrepreneurs, avec des incitations réelles et un accompagnement à l'installation. C'est très important. Au-delà de cette mesure aussi, qui permet aussi de souffler aussi politiquement, parce que la question des haragas en France, elle est complexe, parce que vous avez deux typologies de haragas. Vous avez ceux qui ont une famille chez qui ils peuvent aller se réfugier, peut-être avoir une perspective d'avenir, et vous avez ceux qui sont voués à eux-mêmes et qui n'ont aucun moyen de retour, et dont certaines franges de la politique française s'en saisissent pour crier au loup et continuer à fragmenter notre société et à stigmatiser les Algériens. C'est-à-dire cette histoire d'OQTF, reprenez vos OQTF. C'est une manière aussi de faciliter, et puis c'est la preuve aussi que l'Algérie a une certaine volonté de se rapprocher et de toujours être présente pour sa communauté installée à l'étranger. Et dans un deuxième... Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un message dans cette direction-là? Parce que cette question essentiellement des OQTF qui a été portée et gonflée par les cercles d'extrême droite porte aussi et peut porter préjudice sur l'ensemble de la communauté algérienne en France, pas que sur les personnes en situation irrégulière. Elle porte préjudice. C'est pas qu'elle peut porter préjudice. Elle porte déjà préjudice à la communauté algérienne installée en France. Les Algériens, je l'ai déjà dit il y a 2 ans, sur plusieurs plateaux télé, on avait commencé avec, c'était la chasse aux Algériens et ça l'est toujours aujourd'hui. Et j'ai l'impression que plus on avance et plus ça s'intensifie. Sauf que force est de constater que leur haine, pour certains, en fait, une frange radicalisée en France. Kalima Khatim, on vous reprend tout de suite. On va augmenter le son parce qu'on n'entend presque plus rien sur le plateau. Sami Kaidi, donc je le disais, cette approche humaine et non plus que administrative, même si, comme vient de le dire Kalima Khatim, il y a des mesures, ce sont des mécanismes précis qu'il faudra mettre pour justement favoriser cette proximité et retisser les liens avec la communauté nationale à l'étranger. Et puis, comment les protéger leurs droits finalement dans des pays étrangers où ils sont menacés, ils sont stigmatisés par exemple. Alors je pense que c'est par un suivi rigoureux, constant, par l'établissement également de passerelles directes avec l'organisation d'événements aussi, un suivi. L'instauration de ce numéro vert contribue par exemple concrètement sur le terrain à rapprocher davantage nos compatriotes résidant à l'étranger et les postes consulaires les plus proches de leur lieu de domicile. Mais il faut dire que ce geste annoncé par le chef de l'État en Conseil des ministres le 11 janvier dernier est une main tendue à l'ensemble de cette jeunesse algérienne et leur montrer que leur pays est toujours à leur côté et que s'ils se sont trompés, s'ils ont fait des erreurs, la mère patrie les accueillera et pardonnera en fait, est prêt à finalement à les réinsérer au niveau de la société nationale. Et au final, le message qui est clair, c'est qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Quand on voit bien que après, il y a peut-être des pays où on se sent moins bien, vu le climat, bien sûr, politique. Bien entendu, avec un climat... on se sent moins bien qu'ailleurs. Bien sûr, avec un climat de haine, de xénophobie, comme on a pu le rappeler. On voit bien que les extrêmes droites accèdent dans divers pays européens au plus haut niveau. Ce climat nauséabond, forcément, en direction
des émigrés ou voilà. Bien sûr, mais ce qu'on peut constater, si on cite la France, qui est le lieu où la communauté nationale est la plus importante, eh bien, on constate que effectivement, des campagnes diffamatoires, non pas que contre les musulmans et contre les Maghrébins, mais contre l'Algérie particulièrement. Alors, donc on voit bien qu'il y a contre les musulmans aussi, contre les Maghrébins. Bien sûr, mais avec un focus particulier sur l'Algérie, une algérophobie qui ne se cache plus et qui est visible partout. On va reprendre la communication avec Karima Khatim. Karima Khatim, est-ce que vous nous entendez? Alors, on va la reprendre dans un moment. Monsieur Mamri, on disait que ce sont des mécanismes qui vont être mis en place, notamment en direction des Algériens de France, où ils sont le plus gros contingent, effectivement, de la communauté nationale à l'étranger. Et ce sentiment anti-algérien, il crée finalement certainement des drames, certainement des situations difficiles, le chômage, pour ne citer que ça, oui. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est la résultante aussi de cette crise entre les deux pays, ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui s'est installé au fil des ans et qui te révélait aujourd'hui au grand jour? Tout d'abord, il faudrait rappeler qu'effectivement, la communauté algérienne, c'est la communauté la plus importante en France, mais en termes de demande de visa, en termes de présence irrégulière, il y a une autre communauté dont on n'en parle pas, notamment sur les médias français, c'est les Marocains. Mais comme on assiste justement à une campagne médiatique qui cible l'Algérie, effectivement... Ils font partie de ces lobbies qui ciblent l'Algérie, c'est ce que vous voulez dire? Mais tout à fait. Oui. Tout à fait. Bon, je vais reprendre un petit peu ce que disait monsieur Adel Fahmy, ça c'est clair. Il faudrait expliquer. Fahmy, c'est France, Maroc, Israël. Mais justement pour rester sur la décision qui a été prise par le président de la République et la réunion des chefs de poste consulat, il faut rappeler peut-être le contexte. Elle intervient à un moment justement où les campagnes médiatiques qui sont orchestrées sur les chaînes françaises, pour ceux qui ont le temps de les suivre, tendent justement à stigmatiser tout ce qui est algérien. D'ailleurs, on lit souvent, à chaque fois qu'il y a un incident, un crime, c'est automatiquement un immigré en situation irrégulière et algérien forcément. Ces mesures, justement, visent à protéger nos compatriotes qui, pour une raison ou une autre, se sont retrouvés en France en situation irrégulière. Et toute l'importance justement de faciliter. Pas seulement les personnes qui sont en situation irrégulière d'ailleurs, hein, tous les binationaux. On voit bien qu'aujourd'hui les élus binationaux algériens sont... Les binationaux, mais plus ou moins les binationaux arrivent à s'organiser. Oui, évidemment. Il y a un mouvement associatif. Mais l'État s'engage à avoir effectivement à prendre en charge tout le monde. Tout à fait. Oui. En Algérie, on ne fait pas la différence entre binationaux et Algériens en situation irrégulière. Mais le message derrière tout cela, justement, c'est d'essayer justement de déconstruire le discours actuellement, le discours ambiant. Parce qu'à travers, que ce soit les binationaux ou bien les Algériens établis en France de manière irrégulière, c'est de renvoyer cette image d'un pays qui est instable, qui exporte justement des gens à risque. Et là, l'initiative qui a été menée par la diplomatie algérienne est vraiment à saluer. Et c'est d'autant plus important. Pardonnez-moi, je dois reprendre Karima Khatim parce qu'on n'a pas eu l'occasion de l'écouter. Je reviens à vous, Sami Kaïdi. Karima Khatim, on parlait de la question des OQTF qui a été extrêmement politisée en France et qui a mené à cette situation de blocage, entre autres, évidemment. Et on le disait, c'est quelque chose qui porte directement préjudice à l'ensemble de la communauté algérienne en France. Et les amalgames ont été sciemment faits, c'est-à-dire présenter les Algériens comme tous étant des OQTF et potentiellement une menace pour la France. Effectivement, c'est d'une part, vous l'avez très bien résumé, et deuxièmement, effectivement, c'est l'image qu'on essaie de nous porter en France. Faut savoir qu'on est quand même dans la 5e, 6e génération.
et que les Algériens d'antan qui étaient arrivés en France en tant qu'ouvriers ne le sont plus. Aujourd'hui, nous avons des Algériens ingénieurs, médecins, dans tous les domaines qui émergent, chefs d'entreprise. Je sais que ça peut éreinter une classe de la frange radicalisée de l'extrême droite, mais c'est un constat clair. Donc, le seul moyen pour eux, c'est de mettre des pseudo-essayistes en politique à la télé pour détruire l'image de l'Algérie, l'histoire de la nation algérienne dans son rôle historique. Et leur meilleur moyen, c'est de s'atteler à attraper ce type de discours concernant les OQTF, parce que la réalité est tout autre. Tous les moyens sont bons pour essayer de déstabiliser, discréditer, humilier ou stigmatiser les Algériens en France. Mais est-ce que vous diriez que c'est la résultante, comme j'ai posé la question tout à l'heure à M. Mamri, c'est la résultante des relations qui sont dégradées entre les deux pays, ou est-ce que c'est quelque chose, et je pense que c'est plutôt la deuxième proposition, c'est quelque chose qui s'est insidieusement installé depuis des années en France? C'est quelque chose qui s'est installé et dont la France n'arrive pas à se défaire. Parce que je ne pourrais pas mettre tous les Français dans le même panier, étant donné que nous avons énormément d'amis de l'Algérie. Vous savez, je suis présidente de la Fédération franco-algérienne de consolidation et du renouveau. Et lors de nos missions, lorsqu'on monte des projets, il n'y a pas que des franco-algériens. Il y a énormément d'amis de l'Algérie, des personnes qui portent haut et fièrement aussi nos demandes et nos projets de stabilisation, d'entente, d'égal à égal entre les deux rives. Mais nous avons cette frange radicalisée, donc toujours l'extrême droite, qui essaie constamment de nous empêcher de tisser ce lien qui est très important. Je pourrais même citer une phrase d'Emmanuel Macron, il disait qu'on était les enfants partagés. Nous, on se considère comme le cordon ombilical entre les deux rives. Et ce lien, ne serait-ce que pour ces enfants partagés, il se doit d'être inéluctable. On se doit d'avancer dans la bonne direction, de faire face à l'histoire. Et l'Algérie n'a pas à rougir de cela parce qu'elle a toujours tendu sa main, elle a toujours fait un pas vers ses enfants, elle a toujours été là pour protéger, d'autant plus aujourd'hui avec ce type d'initiative concernant ces nouvelles résolutions. Et donc, on arrive à un stade où nous, à l'époque, on avait nos frères qui allaient défendre l'Algérie pendant la décennie noire et qui allaient à l'armée. Et aujourd'hui, on a le bon retour parce que on peut se sentir entièrement algérien et entièrement sous protection n'importe où on sera dans le monde, et avoir cette place particulière, créer cette synergie entre les Algériens établis à l'étranger et les locaux, c'est très très important. C'est très très important, et je félicite d'ailleurs les autorités à ce niveau-là. Mais pour vous dire que tout ça est très complexe et qu'il y a une réelle volonté, en tout cas une partie de la classe politique française qui essaie d'empêcher cette relation de se mettre en place. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà su parmi les membres de la communauté en France? Est-ce que ces initiatives vont se savoir ou sont déjà sues? Et quel est leur sentiment là-dessus? Est-ce que les gens se sentent effectivement ayant ce lien de plus en plus... Et c'est d'ailleurs un peu ça qui dérange en France, c'est que les Algériens, peut-être un peu plus que les autres nationalités, je ne sais pas, revendiquent ce lien très fort. En France et ailleurs, hein, pas qu'en France. C'est peut-être un peu ça aussi qui dérange. Et de l'autre côté, vous avez l'État, la nation, qui répond à cet appel. Donc ça passe des deux côtés. Et c'est peut-être un peu ça qui fait grincer des dents en France, notamment. En fait, cette reconnaissance renforcée de la communauté nationale établie à l'étranger, elle intervient dans un contexte politique français
qui est très marquée par des tensions identitaires. On se le cache pas. Donc des attaques visant les élus, des réflexes idéologiques persistants, une instrumentalisation politique, une remise en cause injustifiée de la loyauté citoyenne des Franco-Algériens quand même. On remet en cause, on essaie de nous mettre une étiquette de suspicion pour nous discréditer. Mais à côté de ça, on a donc cette communauté nationale établie à l'étranger qui, malgré toutes ces attaques, avec toutes les mesures que prend la patrie mère, l'Algérie, crée une synergie. Et entre elles, j'ai jamais vu les Algériens en France aussi fervents, aussi intéressés, aussi solidaires que ces derniers temps. On a souvent voulu nous faire croire, et peut-être qu'à l'époque c'était véridique, qu'on n'était pas assez organisé. Je pense qu'il leur manque juste il leur manque juste une personne ou une organisation dédiée à cela pour pouvoir, exactement, pour pouvoir tous les rapatrier sur la même clause. Mais en tout cas, ils sont tous connectés, que ce soit sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan civique et culturel, et ils agissent comme un pont naturel entre l'Algérie et même avec ses partenaires internationaux. Hein. Et c'est un facteur de stabilité et de projection stratégique très important pour l'Algérie. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure, puisque les binationaux algériens en France ont été stigmatisés pour ça, justement, pour le fait peut-être d'avoir, pour certains, fait briller l'Algérie ou parler de l'Algérie en bien. Peut-être c'est ce qui a dérangé. Ce n'est pas le cas, Sami Kaïdi, pour les binationaux marocains, par exemple. Si on devait comparer, parce qu'on est dans la même région tout de même, et bon, la communauté algérienne est tout de même plus importante en nombre que la communauté marocaine, mais les binationaux marocains en France n'ont pas du tout le même type de traitement, particulièrement dans le personnel politique, médiatique. On peut même dire que c'est le traitement inverse. Ah, il y a une série de femmes politiques d'origine marocaine que j'appelle personnellement les Merzen Girls, qui sont plus au service du régime marocain que de la France, alors que c'est des élus. Prends l'exemple de Naïma Moucho, qui est actuellement ministre des Outre-mer en France. Elle était vice-présidente de l'Assemblée nationale française. Eh bien, elle plaide sur les colonnes de la presse marocaine pour un soutien clair de la France au Maroc, y compris dans sa campagne colonisatrice au Sahara occidental occupé. J'ai même une citation qui est particulièrement choquante, où elle fait de l'ingérence. Elle dit qu'en tant que vice-présidente de l'Assemblée nationale, à l'époque, je me suis positionné en faveur de cette reconnaissance il y a bien longtemps déjà. L'évolution future, selon moi, doit aller vers la consolidation de cette position dans les faits et les actes. Cela implique un engagement plus lisible de la France au sein des instances internationales. Fin de citation. Donc on voit bien un parti pris clair, net et précis. Elle ne commente jamais la politique de son royaume, mais par contre, elle attaque constamment l'Algérie et elle appelle au rapport de force alors qu'elle est ministre des Outre-mer. Étrange. Autre Merzen Girls, Hanan Mansouri, qui est députée du parti d'extrême droite UDR, l'Union. Donc c'est un parti fondé par l'extrémiste Éric Ciotti, donc qui est l'Union des droites pour la République. Et, allié du RN d'ailleurs. Alliée du RN, et cette Hanan Mansouri, en plus d'être députée française, elle est également secrétaire générale de ce parti, de ce mouvement. Et lors de l'affaire, entre guillemets, Sansal, elle avait déclaré « Tant que l'un des nôtres, un Français, sera enfermé en Algérie, aucun Algérien ne pourra venir sur le territoire. Ah oui. » D'ailleurs, elle attaque régulièrement notre pays avec des mots inadmissibles et qui s'apparentent à de l'algérophobie pure et dure. Mais bien entendu, je pense que si la reine de ces Merzen Girls reste, somme toute, l'indétrônable Rachida Dati, dont un papier publié le 3 février par le célèbre Canard enchaîné
et sans appel. Il est titré Rachida Dati joue les DIRCOM, donc les directrices de la communication, du despote Mohamed VI, donc de Mohamed VI. Et dans ce papier, on apprend qu'elle prend son téléphone pour faire des pressions aux journalistes qui publient des billets critiquant la monarchie marocaine, donc le régime despotique marocain. Et en plus de cela, le papier se pose même la question si Rachida Dati est la ministre française de la Culture ou la ministre marocaine de la Communication. Oui. Donc on voit bien qu'il y a une ingérence directe de la première responsable Mais du rappelons secteur. que le dénominateur commun entre toutes ces Barzan Girls, comme vous le dites, c'est qu'elles sont totalement alignées sur les thèses Et sur l'agenda du l'agenda régime de colonial l'extrême marocain. droite, donc, Et de l'extrême droite, oui, effectivement. pour le Ça Maroc, va de c'est pair. évident. Ça va de pair Ça parce va de que... pourquoi? Parce que les liens entre l'extrême droite et le Maroc sont des liens anciens. Il faut rappeler la visite au Maroc à l'époque d'un autre despote, le père Hassan II, de Jean-Marie Le Pen. Donc les liens ont toujours été... sont naturelles presque. C'est des liens naturels entre les extrêmes droites, parce qu'il faut le rappeler également, Hassan II avait accueilli des décennies déjà le criminel de guerre Shimon Peres, de l'entité sioniste. Oui, oui. Et Donc effectivement... voilà, donc on voit bien qu'il y a des liens étroits et des femmes politiques qui sont même au sein du gouvernement et qui travaillent plus pour les intérêts du régime marocain que de la France. On va écouter à présent la chronique de notre ami Artisan Malik, qui a lui aussi son regard sur cette actualité qu'on débat. Et je vous demanderai, Riyad Mabri, de réagir sur cette chronique. Bonsoir Samia, bonsoir tout le monde. Alors ce soir nous allons parler de la conférence des chefs de poste consulaires qui a eu lieu actuellement, cette semaine, avec la présence de hautes personnalités de l'État algérien, pour le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, ce qui montre bien l'intérêt que porte le chef de l'État, le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, pour la communauté algérienne établie un peu partout dans le monde, à l'étranger. D'ailleurs, le président de la République a tenu à rappeler l'engagement de l'État et de lui-même pour la protection de la communauté partout dans le monde et pour la participation de cette communauté établie à l'étranger au processus de renouveau national. Donc, il faut rappeler que la communauté algérienne établie partout dans le monde est une composante à part entière du peuple algérien. Elle participe au rayonnement de l'Algérie, à l'économie de l'Algérie. On voit beaucoup de plus en plus justement de cette communauté apporter un savoir-faire de l'expérience de l'étranger. Et cette communauté a les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les Algériens. Il faut aussi rappeler que cette communauté est très bien intégrée dans les pays où elle se trouve à travers le monde, qu'elle contribue et qu'elle participe au développement social, économique de ces pays-là, et c'est reconnu mondialement, sauf peut-être ces derniers temps, dans un pays où la classe politico-médiatique, pour ne pas le citer, la classe politique et médiatique française, qui s'est trouvée comme bouc émissaire, les Algériens, l'Algérie. Et on a pu le voir par exemple à travers un reportage qui est passé sur la télévision publique il y a quelques temps, et où on stigmatisait les élus, par exemple, franco-algériens ou français d'origine algérienne, on stigmatisait aussi l'Algérie, etc. Mais sur les élus, c'est peut-être pour cacher les échecs de certains hommes politiques ou de certains groupes politiques. C'est aussi peut-être la course à l'électorat, c'est aussi peut-être un moyen d'éliminer plus facilement des concurrents ou des adversaires qui sont crédibles et sérieux. Et pour comprendre que ce ne sont pas des faits isolés, on a beaucoup d'articles de presse en France qui parlent, par exemple comme celui-ci, un devoir vis-à-vis de leurs ancêtres, l'Algérie soupçonnée d'influencer des élus issus de l'immigration. Alors, si s'occuper ou se préoccuper de la protection de sa communauté établie à l'étranger et
essayer d'avoir les meilleures relations possibles avec la communauté et que cette communauté participe à de bonnes relations avec les pays où elle est établie. C'est une réalité qui se passe pour tous les pays du monde et dans tous les pays du monde. Mais il n'y a que en France et seulement pour la communauté algérienne que d'avoir des bonnes relations avec son pays d'origine et son pays où on vit, où on est pour certains nés, etc. Il n'y a que pour les Algériens que ça pose problème en France. Car pour le reste du monde, il n'y a aucun problème avec la communauté algérienne établie à l'étranger ou l'Algérie. À l'image de Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres italien, qui a appelé le président de la République cette semaine, a parlé de sujets comme l'immigration, l'économie, le commerce. Une chambre de commerce algéro-italienne va être créée. Respectueusement, l'Italie et l'Algérie d'égal à égal, et elle va se déplacer en Algérie très prochainement, sans précondition, et là vous aurez compris de quoi je parle, et voilà comment on se respecte, et voilà comment les pays du monde traitent avec l'Algérie, la majorité des pays à travers le monde. Pour conclure, je dirais que la communauté algérienne établie à l'étranger est une communauté qui a le cœur avec l'Algérie, qui se sent pleinement algérienne, qui se sent aussi pleinement intégrée au pays où elle vit, où elle est peut-être née, et qui contribue au développement, qui ne cherche pas le conflit ni à nuire aux intérêts de ces pays-là. L'Algérie ne cherche pas d'hostilité avec qui que ce soit, et l'Algérie a décidé de tracer sa route vers le développement. Ceux qui veulent travailler avec l'Algérie, vous êtes les bienvenus, les autres, bon vent. Merci beaucoup Samia, merci beaucoup à vous tous et vous toutes, et à très bientôt. Merci Artisan Malik. Voilà, donc c'était l'analyse d'Artisan Malik sur cette actualité concernant cette conférence et ce qui va être fait davantage, en tout cas pour la communauté nationale à l'étranger. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous ? Je pense qu'il a bien résumé notre chroniqueur par rapport à la communauté algérienne installée en France. Et justement, les campagnes qui la ciblent, c'est parce qu'elle est constituée de l'élite, de gens qui sont instruits, éduqués, et qui constituent justement un trait d'union, et qui sont, je pense qu'ils sont à même de jauger, d'évaluer un petit peu les enjeux qui se posent à travers cette relation algéro-française qui a connu une trajectoire en dents de scie depuis l'indépendance, mais qui depuis, et là il y a eu un basculement en juillet 2024, c'était par rapport à la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, un territoire occupé. Et là, l'initiative de la diplomatie algérienne, justement, de retisser les liens, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de redonner confiance aux Algériens installés en France. Mais ce qui interpelle, c'est que cette extrême droite, en France, ne reconnaît pas, en tout cas, les apports de, particulièrement peut-être la diaspora algérienne. Ce sont des gens qui travaillent, pour la plupart. Je ne parle pas des personnes en situation irrégulière, mais pour ceux qui sont des millions en France d'Algériens, ils travaillent, ils paient leurs impôts, et pour certains, ils contribuent grandement à l'économie de la France. Et ils ne sont pas reconnus en tant que tels, justement. Mais justement, ce discours-là, actuellement en France, l'extrême droite, ça traduit un affaissement moral, et il ne passe pas aussi facilement qu'on le croit. Même beaucoup d'acteurs politiques français, dernièrement il y a eu la visite de Mme Ségolène Royal, qui est en train de déconstruire justement toute cette approche qui vise, pour des raisons électoralistes, c'est une année prochainement, va y avoir, c'est la pêche aux voix. Et justement, la communauté algérienne qui est installée en Algérie constitue l'une des cibles, aussi bien de cette machine médiatique qui, aux mains de gros manias financiers, avec des connexions avec les réseaux parisiens, les gens qui sont adossés au 440, les gens qui ont des intérêts. D'ailleurs, la réponse la plus simple, la plus cinglante, ça a été celle de la directrice générale hier du FMI, qui lance un message justement à toute cette machine médiatique qui, en stigmatisant justement la communauté algérienne, a comme arrière-pensée de peser un petit peu, d'essayer d'engager, je vais emprunter ça à un ancien ministre, un rapport de force. L'Algérie a une économie qui est résiliente, et ça dérange. L'Algérie n'a pas le même modèle, la même approche qu'un État comme la France ultralibérale, ou le Maroc qui est quand même un État féodal. Tout à fait, l'Algérie est un État social. Et là, c'est autant d'éléments qu'il faut analyser sereinement, contrairement à
à l'approche actuellement qu'on voit pour une partie de la classe politique C'est de française. l'agitation. C'est de l'agitation, il n'y a pas d'argument finalement. On tombe dans l'absurdité Oui. au lieu d'avancer sur une analyse, une Pondéré. démarche Alors, pondérée, tout à fait. On va un petit peu avancer et nous sommes rejoints par Olivier Sarah-Berrousse, homme politique français. Bonsoir, Monsieur Sarah-Berrousse. Bonjour à vous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors en France, les prochaines élections municipales revêtent un caractère plus déterminant, en tout cas pour la conquête du pouvoir, particulièrement pour les partis d'extrême droite. Est-ce que les inquiétudes d'une vraie poussée, cette fois, de l'extrême droite dans ces élections locales sont avérées ou est-ce que c'est seulement le reflet d'un miroir grossissant de la sphère médiatique ? Je vous remercie de me donner la parole et je tiens à préciser que comme je suis déjà élu et que je suis candidat à une future élection municipale, je m'exprime sur votre antenne en tant que candidat et non en tant que maire puisque mon obligation de réserve m'oblige à ne pas faire état de mon bilan. Donc pour répondre précisément à votre question, non, ce n'est pas du fantasme, c'est une réalité. Vous savez que depuis 2002 et la première véritable poussée du Front National, eh bien chaque année, que ce soit le Front National, le Rassemblement National ou les droites extrêmes, parce qu'aujourd'hui il faut parler de droites extrêmes au pluriel, eh bien gagnent du terrain. Elles en gagnent au niveau présidentiel, elles en gagnent au niveau législatif, mais elles en gagnent également au niveau municipal. Donc ces élections municipales vont être un véritable baromètre pour l'avenir et l'ancrage des idées racistes du Rassemblement National et des partis d'extrême droite. Oui. Alors, est-ce que l'extrême droite, qui est déjà à la tête d'une dizaine de municipalités en France, et avec des slogans tels que « on n'a pas essayé l'extrême droite », qui sont volontairement galvaudés et banalisés pour normaliser justement le vote du Rassemblement national, essentiellement. Est-ce qu'avec la crise politique et institutionnelle en France, est-ce que le RN peut devenir une sorte de vote refuge ou de vote sanction en France ? Alors, les élections municipales ont un caractère un peu particulier. Chaque élection a son caractère, ses spécificités. Lorsque un électeur ou une électrice vote pour des présidentielles, il peut avoir un autre choix sur des élections municipales. La spécificité des élections municipales, c'est la proximité des candidates et des candidats et ce qu'ils proposent au quotidien dans la vie des gens. Mais en effet, pour répondre à votre question, dans certaines régions, alors je ne l'ai pas précisé, mais nous sommes dans une ville, de Seine-Saint-Denis à Noisy-le-Sec, une ville de 46 000 habitants, où ces idées, ces candidats, pour l'instant, non seulement ne s'expriment pas, mais ne candidatent pas. En revanche, il y a des régions de France où non seulement il et elle candidatent, et en effet, cette idée de « on n'a pas essayé », et puis une forme de ras-le-bol institutionnel de la politique peut amener des électrices et des électeurs à voter pour le Rassemblement national, sans savoir véritablement ce qu'ils ont au fond comme programme. Regardez ce qui se passe à Béziers, par exemple. Alors, Kalima Khatim, même le quotidien Libération, dont on connaît un petit peu la ligne éditoriale, alertait hier sur le fait que le Rassemblement national avait investi un nouveau PAC, ou un PAC de 7 nouveaux candidats pour les prochaines municipales, des candidats racistes, conspirationnistes, parfois en toute connaissance de cause. Ce ne sont plus des brebis galeuses, écrit Libération, mais un vrai troupeau. Pour le quotidien, cela passe par une hiérarchie donc des races, des propos ignobles sur les étrangers et un pseudo-humour xénophobe. Quel est votre sentiment sur les prochaines municipales, déjà en tant que femme politique, et puis on parlera de votre condition aussi de binationale, parce que ça rentre évidemment en jeu. Alors, comme on l'a si bien dit, les municipales, c'est une élection bien spécifique parce que chaque ville a sa spécificité concernant que ce soit au niveau de l'électorat, au niveau des partis politiques, mais au niveau des besoins de chaque habitant. En ce qui concerne l'extrême droite, effectivement, on peut revenir même à plusieurs années depuis la sortie aussi d'Éric Zemmour, où il y a une certaine ubérisation de la parole. C'est devenu, ils ont essayé de banaliser des propos totalement racistes au fur et à mesure du temps, afin que dans le conscient de
de la population française, ça devienne normal. Avec ce martelage aussi médiatico-politique, avec des pseudo-essayistes qui crachent leur haine pour détruire l'image des immigrés ou d'autant plus les Algériens, parce que c'est ce qu'ils mangent matin, midi, soir dans les médias. Effectivement, ça crée une fracture beaucoup plus grande et un danger qui nous guette avec cette extrême droite qui gravite du terrain. Et effectivement, les profils de certains candidats sont alarmants, étant donné qu'ils prônent la haine, la violence et le racisme. Et l'Algérie est bien évidemment au cœur de cette campagne raciste et complotiste du Rassemblement national. On en veut comme preuve une affiche très... même assez rigolote, tellement elle est affligeante, de ce parti fasciste qui devrait apparaître sur vos écrans aussi. Et on peut y lire « Pour mettre fin à la soumission à Alger, adhérer au RN, le sujet Algérie semble être l'unique finalement programme de ce parti d'extrême droite. » C'était l'électorat de tous les nostalgiques de l'Algérie, de la colonisation. Pardon. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors, clairement, c'est un appel et c'est devenu carrément un slogan pendant une campagne. Je l'ai effectivement vu et cette affiche m'a totalement choquée et elle permet de stigmatiser. Cette fois-ci, le RN ne pourra pas se cacher derrière leur fameux slogan pour adoucir leur parti en disant que effectivement nous faisons le distinguo entre un Français d'origine étrangère et un immigré. Non, ils mettent exactement tout le monde dans le même sac quand il s'agit des Algériens. Donc l'Algérie et les Algériens, à leurs yeux, sont à abattre. Et voilà où est le danger. Et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne se saisit pas de cette question pour apaiser, étant donné que nous sommes la plus grande diaspora établie en France. Oui. Et que nous avons cette capacité et ce devoir civique d'aller voter et nous saurons nous en rappeler dans les urnes. Et j'appelle d'ailleurs tous mes concitoyens franco-algériens à se saisir de cette arme qui est d'aller voter et d'arrêter ce taux d'abstention qui ne fait qu'augmenter et de faire part et de participer politiquement à notre vie médiatique et politique, à notre paysage politique en France. Alors justement, partout en France, et je vous poserai la question à vous, Kalima Khatim, et puis à notre invité aussi, Olivier Sarah-Bérousse, partout en France, il y a des fronts citoyens qui se mobilisent, en tout cas, et s'organisent pour barrer le chemin dès les prochaines municipales dont on parle à partir du 15 mars, pour barrer le chemin au RN. Et sous quelle forme ou quelles sont les formes que prennent ces organisations? Comment concrètement allez-vous faire pour empêcher tout simplement le Rassemblement national de gagner ou d'engranger plus de résultats lors de ces municipales? Je vais parler clairement. Ok, il y a quelques villes qui s'organisent, qui ont réussi à faire front commun, et notamment c'est un peu ce qui s'est passé à Noisy-le-Sec pour le candidat Olivier Sarah-Bérousse, qui a su rassembler toute la gauche sur sa liste. Mais c'est pas le cas de toutes les villes. On prend la ville de Marseille, ceux qui tous les jours nous donnent ce slogan de « Nous combattons les inégalités et le racisme » qui est la France insoumise, a monté une liste en plus que celle de M. Payan. Donc ça, c'est créer un couloir à l'extrême droite. Si vous regardez les chiffres, les sondages, vous avez 30% pour M. Payan, vous avez 30% de sondages pour le RN, vous avez à peu près une quinzaine de pourcents pour M. Delogu et vous avez une vingtaine de pourcents pour la droite républicaine. En divisant les voix, en ne s'alliant pas dès le premier tour, ce n'est pas faire barrage au RN. Et il faut prendre conscience qu'à un moment donné, il va falloir parler de réconciliation républicaine. Parce qu'on est en train de fatiguer les Français avec ces batailles d'étiquettes politiques et on est en incapacité de pouvoir faire un front. Vous voulez dire une réconciliation républicaine contre l'extrême droite, de tous les partis, de l'ensemble des partis politiques finalement. Qui est un énorme danger multidimensionnel dans notre pays.
Oui. Monsieur Sarah Berrousse, même question. Et puis, si l'extrême droite fait un score important aux prochaines élections municipales, cela aura forcément encore de l'effet, un effet négatif en tout cas, sur les relations algéro-françaises, surtout que désormais le RN vise des grandes villes comme Marseille notamment. Je voudrais rappeler que quand même que nous sommes, les municipalités et les maires, je pense qu'au vu de ce qui se profile au-delà des municipales mais les présidentielles, nous devons être le premier rempart face à l'extrême droite. Et ce n'est pas un vœu pieux, parce que les villes, les municipalités, les élus locaux et les élus locales ont un véritable ancrage de la population. Je vous écoute depuis tout à l'heure et en effet, on parle de mesures et de politiques nationales, internationales. À notre niveau, nous, dans les municipalités, eh bien, ce sont les peuples qui agissent, qui interagissent et qui vivent ensemble. Et à ce titre-là, nous avons, nous, une mission essentielle pour combattre les idées d'extrême droite, donc, dont Madame Hatim parle, qui sont à longueur de temps sur les ondes déployées. Donc on a une véritable mission pour déconstruire toute cette idée d'inégalité et de préférence aux étrangers, parce que ce que nous devons faire, nous, c'est déjà rétablir le droit et l'égalité des droits, quelle que soit son origine, quelle que soit sa nationalité, ce que ne font pas les villes de droite extrême et des villes d'extrême droite, disons-le. Nous avons une mission et une ambition d'éduquer, et cet aspect culturel, éducatif est essentiel, puisqu'on tente quand même cette histoire entre la France et l'Algérie, elle est aussi l'histoire, enfin la situation actuelle est aussi liée à cette histoire coloniale entre les deux pays. Et il y a une invisibilisation de cette histoire coloniale, ou une histoire racontée simplement sous un angle, et il est du devoir des maires de gauche et des élus de gauche, d'ailleurs ça devrait être de toutes les parties, eh bien de reconsidérer l'histoire pour en déployer tous les pans et tous les volets. Et cette histoire entre la France et l'Algérie, il y a encore beaucoup de volets qui sont invisibilisés, en particulier sur les commémorations. Donc l'éducation, la culture et l'égalité des droits, c'est quelque chose d'essentiel. Et en effet, il n'y a pas que les commémorations, d'ailleurs, Monsieur Sarah Berrousse, il y a le principe déjà de base de reconnaître tout simplement les crimes de la France en Algérie, qui n'a jamais été fait et qui n'est pas prêt d'être fait, apparemment en tout cas, pas dans un climat aussi empoisonné, en tout cas, par l'extrême droite essentiellement, entre les deux pays. Une dernière question avant de vous laisser. Est-ce qu'il y a encore des partis, on le sait à travers vous, on a vu que Ségolène Royal était là en Algérie, elle a soutenu donc ce discours contre une rupture finalement définitive avec l'Algérie. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une grande partie ou une partie importante encore en France qui lutte pour, ou en tout cas contre, une rupture définitive avec Alger? Je pense que les partis de gauche, y participent, y contribuent et militent pour cela, parce que les partis de gauche sont toujours soucieux des rapports entre les peuples et des coopérations entre les peuples. Et je pense que c'est une nécessité aujourd'hui pour une paix internationale. On voit un climat international très dangereux, très pernicieux, très belliqueux. Et donc nous devons, nous les partis politiques, de prôner justement la non-rupture entre ces peuples. Oui, et j'appartiens moi à un parti, le Parti communiste, qui lutte aussi, qui a toujours lutté. D'ailleurs, je tiens à préciser que dans cette lutte des peuples français et algériens, il y a bien sûr le 17 octobre 61 et il y a le 8 février 62, un appel à une manifestation, et c'est bientôt la date anniversaire où des syndicalistes et des politiques eh bien, se sont mobilisés pour l'indépendance et contre les actes de l'OAS. Et il y a eu ce jour-là, le 8 février 1962, 9 morts français qui se battaient pour l'indépendance de l'Algérie. Oui. Les amis de l'Algérie. Merci beaucoup, Olivier Sarah Berrousse. Je rappelle que vous êtes un homme politique français et candidat donc aux prochaines municipales. Merci également à Karima Hatim,
présidente de l'association Amitié franco-algérienne. Merci d'avoir été avec nous. Sami Kaidi, on est encore revenu sur ces relations algéro-françaises parce que finalement, elles occupent encore l'espace médiatique. Il y a des échéances électorales en France, les municipales, puis les présidentielles. Et les sénatoriales. Exactement, les Qui sont sénatoriales. des élections indirectes, mais qui peuvent également modifier la cartographie politique en France. Ouais. Alors, on revient à ce que disait Ségolène Royal, et une fois rentrée à Paris, elle révèle que finalement le ministre de l'Intérieur français ne souhaite pas se rendre en Algérie, et 2 jours plus tard, ou le lendemain, je crois, il fait lui-même cette déclaration, et il rejoint la posture d'un certain Retailleau, son prédécesseur, en étant dans une forme d'injonction, poser des formes d'injonction institutionnelle à l'Algérie, donc retour à la case départ finalement. Alors qu'il n'avait pas du tout cette posture au départ, lors de son investiture. Je dirais même que c'est un pas en avant et 3 en arrière, en l'occurrence, avec une forme de chantage institutionnel. Donc c'est drôle, il dit que la France aurait assez tendu la main à l'Algérie et impose dans la même phrase des conditions, une conditionnalité. Je n'ai jamais vu le fait qu'on tend la main en imposant des conditions. Oui. D'ailleurs, Ségolène Royal lui avait répondu magistralement en lui disant que quand on pose des conditions, c'est que l'on ne veut pas aller à Alger. Donc il y a beaucoup de mauvaise volonté, je pense, et effectivement on est... Donc il n'y a pas l'intention de reprendre les relations. Clairement. Et c'est pourtant bien lui qui, après avoir investi le ministère de l'Intérieur, avait dit il faut absolument changer de posture avec l'Algérie, il faut négocier, il y a des dossiers importants sur la table. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce qu'il n'a pas été récupéré par ces lobbies dont on parle ce soir? Je pense que, effectivement, ces lobbies ont pesé de tout leur poids pour empêcher toute forme de rapprochement entre les deux capitales. Et l'extrême droite est, il faut le rappeler, infiltrée à tous les niveaux. Et les sphères de décision. Et notamment les sphères de décision, et pas que les sphères médiatiques. Et là, on le voit sur le terrain, toute personnage politique de premier rang qui aurait la volonté d'apaiser, d'aller de l'avant, est obligé et forcé quelque part à reculer. Et là, effectivement, Ségolène Royal également l'a souligné. Il y a beaucoup de mauvaise volonté, il n'y a pas de résistance, finalement comment dirais-je, une décision d'aller au-delà en fait des différends, de discuter réellement et finalement... Non mais on ne veut pas discuter d'égal à égal. Bien sûr, mais rapidement, la volonté de discuter vient d'Alger, car c'est le président de la République qui a reçu la présidente de l'association France-Algérie et qui a affiché sa pleine disposition à aller au-delà des différends. Et elle le dit. Et elle le dit d'ailleurs. Mais malheureusement... elle dit quand on vient en respect, eh bien on est accueilli, on est écouté. Tout à fait. Et malheureusement, il n'y a pas eu de retour. Justement, Riyad Mamrik, votre sentiment sur le revirement. Est-ce qu'on peut parler de revirement ou est-ce que c'était... Qu'est-ce que c'était? On n'arrive pas à expliquer ce changement de posture. Vous savez, Samy, depuis quelques mois, par rapport à l'action gouvernementale en France, on observe une certaine inefficacité lorsqu'il s'agit de l'Algérie, des relations avec l'Algérie. C'est-à-dire une inefficacité on n'arrive pas à cerner exactement la réalité de ces relations-là. Derrière l'attitude de l'actuel ministre de l'Intérieur, Nunez, moi, je pense qu'il y a eu une réaction par rapport à ce qui a été dit par Ségolène Royal. Et là, on va recentrer un petit peu le débat par rapport à la question mémorielle entre l'Algérie et la France. C'est une question qui pose problème, qui pose énormément de problèmes. D'ailleurs, notamment un ministre de l'Intérieur en France. Je pense que le discours... Donc c'est pour ça qu'il aurait reculé. Quand il s'agit de reconnaître les crimes de la France, beaucoup de personnel politique est dans le calcul. Ça, c'est mon impression. Ils sont énormément dans le calcul. D'autant plus que Ségolène Royal a eu des mots forts en disant qu'il faut rendre ce qui a été volé. Pour le personnel français en général, le personnel politique, le fait de dire que l'État français, le colonialisme français, qui n'a pas seulement volé, il a pillé, il a massacré, il a saccagé. Et là, on est sur une posture où on ne veut pas reconnaître. Et ça pose problème.
Et lorsque vous parlez de relations égal à égal, d'abord il faut reconnaître ces méfaits pour être au même niveau. Donc rien finalement ne sera possible avant cette étape de reconnaissance au minimum. C'est une position que, pour l'État algérien, c'est une position de principe. De principe, effectivement. On va passer donc à la troisième thématique que nous avons prévue ce soir, depuis l'annonce de son inauguration, et on va être rejoint par notre consultant en économie, M. Mahfoud Kaoubi. Et donc depuis son inauguration par le président de la République, Garage Billet affole les algorithmes. Il ne se passe pas 3 heures sans qu'une nouvelle vidéo n'apparaisse pour démonter le méga-projet minier sur les plans politiques et économiques. Il est en somme question de coûts extravagants, d'un retour sur investissement à très long terme évidemment, de pollution pour un minerai qui ne serait pas rentable, une véritable campagne numérique anti-garage billet et anti-algérienne qui s'est donc organisée depuis très peu. Alors, si les origines de ces montages vidéo sont plus ou moins connues, en tout cas en Algérie, on va donc procéder à leur debunking. Je vais commencer avec vous, Sami Kaidi. Est-ce que vous les avez vus défiler ces vidéos? Parce qu'il ne se passait pas 3 heures sans que une nouvelle vidéo apparaisse. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette campagne numérique? Écoutez, c'était une campagne, une énième campagne de diabolisation c'était, mais et de désinformation. Elle est toujours en cours, effectivement. Alors, tantôt, c'est le taux de phosphore. Donc, tout le monde s'est reconverti en expert minier, et notamment nos voisins de l'Ouest, en experts miniers, en experts en phosphore. Donc, un coup, c'est la rentabilité du projet. Puis, comme je viens de l'évoquer, le phosphore... les retombées sur le court, moyen et long terme. Donc en réalité, j'ai envie de dire, il y a un célèbre dicton burkinabé qui résume bien la chose, c'est que quand le singe ne peut pas atteindre le fruit de la liane, il prétexte qu'il est aigre. Donc c'est à peu près cela. Et que nenni, parce qu'en réalité, notre pays a travailler sur un long terme et la mine de Garage Billet est incontestablement structurante. C'est un projet qui va apporter énormément au développement national. D'ailleurs, les faits sont têtus. La première cargaison de minerai de fer est bien arrivée à bon port, en l'occurrence à Oran, et au niveau de l'usine de Toysali. Et il y a plusieurs techniques qu'on abordera, je pense, par la suite, qui démontrent aussi que toutes ces campagnes sont en réalité ceux de personnes tapies dans l'ombre et qui n'ont qu'une volonté, c'est de décrier les avancées économiques. On peut même parler d'armée numérique, hein, parce que moi j'y suis personnellement, ça ne s'arrêtait pas. Bien sûr, Samia Bachar, il y a ces trolls et ces fermes de trolls, etc. Mais il y a également toute une conjugaison de tous les gens qui n'ont pas l'Algérie, qui ne portent pas l'Algérie dans leur cœur pour porter atteinte à ce projet stratégique, ce projet intégré et qui est au cœur d'une dynamique nouvelle, celle du développement, car il faut rappeler que dans divers pays, dans les grandes puissances, ont construit leur puissance sur le développement de la métallurgie et de la sidérurgie. On peut passer des complexes intégrés de la Ruhr en Allemagne à Pittsburgh aux États-Unis, ainsi que les complexes de l'Oural en Russie. Ça a toujours été la sidérurgie et la métallurgie qui ont été ce qu'on appelle les industries lourdes. Exactement, au cœur du développement. Des économies. Et du développement. Monsieur Kaoubi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. L'invitation. C'est pas une invitation. Vous travaillez avec nous, monsieur Kaoubi. Vous aussi. Tout à fait. Alors, vous aussi, j'imagine que vous avez vu passer cette campagne numérique. Et au projet de la mine de fer elle-même, on y impute les coûts, et ça c'est pour rentrer dans le vif du sujet, on y impute donc les coûts et des enveloppes budgétaires du chemin de fer, des viaducs, des canalisations pour l'eau, comme dépenses indirectes qui rendraient ce projet ultra coûteux selon ces vidéos, tout en omettant de dire que ces investissements auront des retombées sociales et économiques dans l'ensemble de la région, le désenclavement, le transport pour ne citer que ça, sur l'agriculture également et le développement de nouveaux pôles industriels. Oui, tout à fait. En tous les cas, cette campagne médiatique atteste d'une chose, que ça a fait réagir des forces qui sont que le projet dérange et que l'Algérie
innovante, l'Algérie qui se ferait un chemin vers la voie de développement dérange énormément. Moi, je retiens ce que Samy vient de dire. Le projet est structurant. Il faut bien qu'on s'entende sur les concepts pour qu'on puisse parler d'évaluation. Parce qu'on a tout entendu. On a entendu des chiffres, on passe de 5 milliards de dollars à 30 milliards de dollars, sans que aucun chiffre ne soit documenté, appuyé d'éléments probants et justes. Donc, parler de coûts et de rentabilité nous amène à parler de critères d'évaluation de projet. Donc, un projet stricto sensu de la mine peut être évalué par rapport à son délai de récupération, et des projets aussi importants et structurants ont des délais de récupération entre 10 à 15 ans. Ce qui est, si on prend les éléments objectifs du projet de Raj Bilet, le projet de Raj Bilet a des délais de récupération qui avoisinent les 8 à 10 années. Donc on est dans la norme, on est dans la fourchette. Quand vous dites récupération, c'est le retour sur investissement. D'accord. Donc, et puis le retour sur investissement dépend aussi des prix du minerai sur les marchés internationaux. Et ça aussi, ça a été attaqué. Donc, on dit que le minerai, enfin le fer algérien va coûter trop cher à son extraction. Mais moi, oui, en tout cas, j'ai préparé trop cher par rapport à quoi? Donc, aucune vidéo ou aucune information n'a donné de structure de coût. Donc, on ne peut pas Par contre, inventer. Ces mauvaises langues ne disent pas que ce projet permettra à notre pays d'économiser 1,2 milliard de dollars d'importation en fer, qu'il comptera une utilisation d'une énergie saine, verte, qui est en l'occurrence l'énergie solaire, avec une centrale photovoltaïque de 200 MW à Tindouf et de 80 MW à Béchar, et que ça s'ajoute à la construction de cette ligne ferroviaire qui servira notamment au transport des habitants, des populations, et au désenclavement de cette région stratégique du sud-ouest du pays. Et c'est tout cela qui n'est pas dit. On se concentre sur le taux de phosphore à 0,0. Alors attendez, il ne faut pas anticiper. Moi, je parlais... Rester sur le coût et les délais de récupération. On va avancer petit à petit. Vous allez tout donner d'un coup, Samy. Vous voulez tout débunker d'un coup. Il est tellement passionné qu'il veut défendre... Non, objectivement... Mais il donc, s'agit cette question de défendre coût, objectivement, monsieur. Oui, justement. Par cette question de coût qui a été présentée est totalement fausse. Le coût du projet ne devrait pas dépasser les 1 milliard de dollars. Donc il faut voir qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Oui. Parce qu'en réalité, la conception du projet... de la mine. Donc il y a le volet extraction du minerai. Il y a le volet première transformation, et là, 3 usines sont prévues pour qu'il y ait une première transformation, y compris la déphosphorration. Voilà, ce qui permet d'avoir un minerai utilisable dans les différents segments. Et puis, il faut insister sur quelque chose de très important. Dans l'architecture et dans la conception des pouvoirs publics, le minerai devrait fournir des intrants pour l'industrie du fer et des aciers en Algérie. L'objectif est d'aller dans l'intégration. Rappelons-nous que le président de la République a toujours défendu que dans tous les segments d'activité, et principalement dans les industries extractives, l'objectif principal est faire dans la création de valeur ajoutée, dans la transformation. Ne pas et au jour d'aujourd'hui, ces minerais en l'état, bien sûr. Matières premières. Et quand on voit nos capacités de production, de transformation aujourd'hui, ils avoisinent les 12 millions de tonnes par an. Donc, du minerai de fer. De fer. Donc Tochiali a 8 millions de tonnes an, AQS a 2 millions de tonnes an, et le complexe d'Al-Hajjab de 1,6. Alors justement, nos ambitions. On ouvre une petite parenthèse sur ce que vous dites précisément, parce qu'il va falloir débunker plusieurs points.
ils affirment que ce projet ne constitue pas une priorité économique pour le pays, puisque justement, on a une capacité productive intéressante et presque équilibrée avec ce qu'on importe. C'est fou, mais on a besoin d'intrants pour faire la transformation. Et au jour d'aujourd'hui, nos importants, Samir disait, c'est 1,4, 1,2 milliards, ce qui correspond pratiquement à 15 millions de tonnes. Donc voyez-vous, si on la montée en production, en capacité, donc ce qui est prévu, c'est d'avoir une production de 6 millions de tonnes, puis passer en cadence à 8, 12 pour arriver à 50. Donc les capacités actuelles, la production actuelle pourrait être résorbée totalement par les capacités installées aujourd'hui. Et puis, notre ambition, c'est d'augmenter nos capacités de transformation pour arriver à 20 millions de tonnes. Oui. Ce qui fait que l'objectif principal, c'est qu'il y a une cohésion entre le principe d'extraction, de valorisation de nos ressources et nos besoins en intrants pour l'industrie sidérurgique, métallurgique, mécanique. Je vous dirais une chose de très très importante. Si on examine les projets ferroviaires qui sont actuellement enregistrés, ils font naître des besoins importants en rail. Et l'un des objectifs qui est assigné à l'industrie ferroviaire, c'est de produire du rail. Donc, vous voyez qu'on est dans Justement, une logique vous avez d'intégration. l'UIC, l'Union Générale des Chemins de Fer, qui vient de saluer cette progression de l'Algérie dans la réalisation de la ligne Béchar-Tindouf-Garage-Bilet et qui place l'Algérie comme un acteur majeur du rail dans l'ensemble du continent africain. C'est pas rien. Tout à fait. Une autre ligne va commencer très prochainement, qui va relier Gherdaya à Tamanrasset. Et puis, il y a toutes les connexions. Les interconnexions entre toutes ces lignes. Donc, ça fait naître un besoin très, très important. Et l'objectif, c'est de transformer, parce que c'est un rapport, Samy, c'est un rapport de 1 sur 6. Quand on exporte le minerai en état brut, on a $1. Quand on le transforme, on est à 5-6 $. Et on crée de l'emploi, on crée de l'intégration. Voilà l'objectif des pouvoirs publics. Ça, je ne voudrais pas m'étaler sur le coup, parce que l'élément est totalement je vous donne les faux points justement sur lesquels qu'on grossit et qu'on donne un peu sans base, mais sans base économique. Mais sur le plan de la transformation, alors on nous dit aussi que ce process ou ce procédé technologique pour arriver à déphosphorer le fer algérien de Garage-Bilet, qui est de très mauvaise qualité selon ces experts numériques, et n'existe pas encore. Pas du tout. La technique existe depuis 4 à 5 décennies. L'évolution qui a été enregistrée techniquement permet justement de réduire les coûts et d'avoir des éléments de protection d'environnement nettement meilleurs. Et puis le coût actuellement, c'est pratiquement 3 à 4 $ par tonne. Donc ce n'est pas quelque chose qui va peser énormément sur le coût ou le prix de revient. D'autant plus que la mine de Rajbilat est une mine à ciel ouvert. Ce qui fait que les coûts peu d'efforts. Tout à fait. Les coûts d'extraction sont très très faibles. Et si on rajoute les coûts de transport et les coûts annexes, on aura une valeur ajoutée de 50-60%, ce qui est contraire à tout ce qui a été présenté. C'est une gesticulation. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation qui atteste en fin du compte que le projet dérange. Alors justement, Riyad Mamri, ce projet dérange, on le comprend. Enfin, on ne sait pas à quel point, mais est-ce qu'il est rationnel aujourd'hui, même pour certains économistes, de présenter les choses ainsi et de dire que Garage-Bilet est l'une des gisements, ou l'un des gisements les plus gros, les plus faramineux de la planète, et que l'Algérie aurait tort de l'exploiter? C'est un non-sens économique. En matière d'économie, même si je ne suis pas spécialiste, je pense, je rejoins M. Kouabi, que le débat justement doit être entre économistes, parce que dernièrement on a vu, tout le monde s'est autoproclamé spécialiste, expert, et ça brouille le message. Parce que finalement, l'exploitation de Rajbilat est une réalisation majeure. Il faut le souligner, c'est un méga projet. Et
le fait de réaliser justement une voie ferrée en 24 mois sur 950 km, c'est pas évident. D'autant plus que la réalisation de ce chemin de fer a pu être concrétisée grâce à des entreprises algériennes en partenariat avec les Chinois. Et là, il faut rendre hommage à ces gens-là. Moi, j'étais présent lors du déchargement du premier convoi de minerais de fer. Ce qu'il faut relever, c'est cette fierté qu'on pouvait lire sur le visage des cheminots. C'est des gens qui ont travaillé très dur. Et dans là, des conditions extrêmes. Tout à fait, dans des conditions extrêmes. Et là, lorsqu'on voit des gens sur certaines plateformes en train de parler de tout et de rien, on se dit finalement, vaut mieux ne pas en tenir compte. Parce que le plus important, c'est que le minerai de fer est arrivé à Bettaïwa, dans le complexe qui est énorme de Tosyali. Il y a eu la déclaration du vice-président de Tosyali, qui a d'ailleurs salué la volonté de l'État algérien et sa capacité justement à réaliser une telle infrastructure en un délai très court. Maintenant, au-delà du minerai de fer, au-delà de tout ce qui est en relation avec bénéfices purement économique. Le chemin de fer, c'est un moyen de désenclaver. Oui. Il faut penser aux gens qui se trouvent à Tindouf, qui vont avoir la possibilité de monter jusqu'à Béchar, être connectés au réseau national. Et là, on peut dire que finalement, le chemin de fer, le rail qui va de Tindouf jusqu'à Oran, a cette dimension économique, sociale, stratégique, même sécuritaire. C'est extrêmement important. C'est une réalisation qu'il va falloir accompagner justement à travers une réflexion par rapport à la gestion de l'espace. Industriel, vous voulez dire Non, plutôt à l'aménagement du territoire. Oui. Ça, c'est important. Je pense que ça va être un nouveau chantier pour les responsables. Et donc, ça pourrait résulter vers quoi? Ça pourrait aller vers quoi? Ça pourrait amener à une nouvelle répartition de la population. Donc de nouvelles villes, création de nouvelles villes, de nouveaux espaces urbains. C'est une veine qui va irriguer pratiquement toute la région du sud-sud-ouest. Et c'est une région qui a beaucoup de richesses, beaucoup de potentialités. Oui. Ça va permettre aux gens d'investir. Et là, ça ouvre la voie, moi je l'espère, à beaucoup d'opportunités en matière économique. Alors, on va tout de même continuer à débunker ce qu'on voit un petit peu sur les réseaux sociaux, parce que c'est par le nombre de ces vidéos que finalement, comme vous le disiez, le message devient brouillé. Hein. On arrive et on dit d'ailleurs, l'idée n'est pas de convaincre, mais de planter justement le doute et le soupçon. Alors, toujours sur ces fake news, la mine de Garage Billet va consommer jusqu'à entre 15 et 20% du gaz algérien. C'est fou, encore une fois, c'est fou. Samy tout à l'heure parlait de cette station de production d'énergie renouvelable de 205 MW qui couvrira tous les besoins de Garage Billet et avec un excédent beaucoup plus important, sachant je crois, de 25%. Tout à fait. Donc, ce qui permettra de couvrir les besoins directs de l'extraction, mais aussi de la transformation. Donc, l'objectif et la cohérence en matière de conception du projet attestent de la vision. C'est un projet qui a été conçu dans le cadre d'un projet intégré et où l'Algérie pense déjà à cette empreinte carbone qui lui permettra à la fois d'assurer un avantage comparatif à son produit brut, mais aussi à son produit transformé. Ouais. Le produit fini sera mieux vendu si c'est un produit intégré. Les délais s'approchent, c'est 2027 où le monde, l'Europe principalement, imposera des taxes sur les produits miniers ou autres qui sont produits à base d'énergie fossile. Et là, on est dans l'anticipation. J'ai la bonne nouvelle, j'étais tout à l'heure avec le directeur général des industries renouvelables au sein de Sonelgaz. Le démarrage de la station, de la ferme solaire est prévu pour le mois de juin 2026. Donc, ceci nous met dans les conditions
de timing et de programmation articulée. Donc il y a une synergie dans ce projet qui se met en place. Tout à fait. Sachant qu'au jour petit à petit. d'aujourd'hui, l'électricité produite à base d'énergie fossile est à 150 MW et couvre largement les besoins de la localité. Donc pourquoi avoir investi les 205 avec des projets d'extension? Parce que l'objectif, je viens d'écouter avec attention ce qui a été présenté, c'est le caractère structurant et intégré Et social de aussi, l'effort. ouais. Tout à fait. La région a des capacités minières dans le domaine du cuivre, donc qui sont programmées à être exploitées très prochainement. La région dispose d'atouts dans le domaine de l'agriculture. Oui. Et ce que produit actuellement Adrar en tomates industrielles est là pour attester de tout le potentiel. Notre stratégie de développement est basée par ce qu'on appelle des secteurs prioritaires. Et parmi les secteurs prioritaires, on a l'industrie sidérurgique et métallurgique, la mécanique, l'agriculture et l'agroalimentaire. Et tous ces secteurs vont être irrigués par Tout le à chemin de fait. fer déjà. Et l'élément qui a déclenché le processus, c'est justement c'est Garage Billet. c'est le Garage Billet. Justement. Transformer Oui. nos richesses souterraines en capital est l'équation principale qui motive les pouvoirs publics. Maintenant, j'aimerais juste clarifier une chose, Oui. parce que dans cette surenchère par Rapidement. rapport au coût du projet, on a présenté le coût du transport et l'adduction en eau potable comme des éléments faisant partie du coût du projet, Oui. ce qui est totalement faux. Donc, l'eau ne servira pas uniquement pour le Garage Billet, elle servira pour irriguer tous les périmètres destinés à l'agriculture. Elle servira à alimenter les populations qu'on est censé ramener dans cette région du pays en eau potable. Et la voie ferrée permettra de transporter les personnes, les marchandises, le minerai. Donc, tout à fait. Et quand on voit les 10 grands pays au monde en matière de développement, c'est tous des pays qui ont investi sur les infrastructures, principalement Le train, déjà. Donc, Le train, c'est la vie. Oui. ça, c'est le débat quand il est basé sur des éléments probants et des critères. On ne va rien inventer. C'est des critères d'évaluation qui existent partout dans le monde. Alors, il y a ce Maintenant, dernier- le monde de la surenchère utilise d'autres Oui, critères. justement. Mais ce monde de la surenchère, aujourd'hui, il est extrêmement présent. Et Oui, oui. voilà, notamment dans l'espace numérique, il faut absolument répondre. Expliquer, être dans la pédagogie. Être dans la pédagogie, expliquer, effectivement. Alors, il y a cette attaque précise sur le minerai algérien, sur le fer de Garage Billet, qui serait de très mauvaise qualité et, comme je le disais tout à l'heure, qu'aucun procédé technologique n'a encore été créé pour le déphosphoriser, en tout cas suffisamment pour le rendre concurrentiel sur les marchés internationaux. Que des mensonges. La déphosphorisation, pardon. Et ça fait des décennies que ce procédé est utilisé en Europe. Il y a d'autres procédés beaucoup plus avancés, comme la séparation magnétique, l'utilisation du gaz naturel. Et tout cela sont des techniques supplémentaires pour finalement s'attaquer au phosphore. Mais ce que ces mauvaises langues, encore une fois, ne disent pas, c'est que le fer algérien et la mine de Garage Billet est particulièrement richement concentrée en fer. Les taux, on parle de plus de 60%. Et ce qui est une valeur ajoutée que ces mêmes comment dirais-je, que ces voix Pseudo-experts. ces pseudo-experts ne citent pas évidemment. Autre point, je me suis permis d'aller voir un peu les réseaux sociaux et subitement, apparemment, c'est également des gens qui sont passionnés par l'environnement et ils ont mis en évidence le fait que ça pourrait porter atteinte à... Non, mais plus que ça pourrait, ça allait être un désastre Un pour désastre naturel, pour mais l'environnement. on oublie une chose, c'est qu'il y a des dispositifs extrêmement avancés de gestion environnementale avec le recyclage des eaux industrielles et la gestion des déchets miniers.
Et ça, effectivement, ils ne l'ont pas dit. La question de l'emploi, elle est extrêmement importante parce que le triptyque finalement de ce méga projet, c'est la valorisation de nos ressources, la consolidation de notre transition énergétique et l'ancrage territorial. Et quand on parle d'ancrage territorial, le projet de Rajbilet permettra la création de 5 000 emplois directs et jusqu'à 25 000, entre 20 et 25 000 emplois indirects. Et d'ailleurs, la Sonarem a même lancé un appel pour le recrutement en 2026 et en 2027 de 1000 ingénieurs. Donc on voit bien comment cette hyperstructure va considérablement développer cette région du pays et va s'inscrire avec d'autres projets structurants tels que la mine de zinc de Oued Mizor, le phosphate de Bled El Hadba, avec la construction aussi de cette ligne ferroviaire de 480 km qui va relier donc Bled El Hadba à Naba en passant par les villes de Tbessa et Sogara également. Et tous ces acquis ferroviaires vont doubler d'ici 2030 le réseau national ferroviaire et qui passera normalement selon plusieurs experts de 4600 km actuellement à 8000 km en 2030. Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Vous voulez ajouter une dernière chose ? Le point qui me revient rapidement à l'esprit, c'est que M. Kaoubi avait parlé d'un projet qui avoisinera les 1 milliard, avec toutes ses retombées. Par contre, puisqu'il faut appeler un chat, encore une fois, ces attaques proviennent généralement de ce voisin de l'Ouest qui a investi la même somme pour organiser la pire canne de l'histoire. Donc on voit bien qu'en termes de retombées, ils n'ont pas beaucoup de leçons à donner en l'occurrence. Oui. Est-ce que ce projet, selon vous, peut gêner d'autres acteurs dans le domaine minier ? Moi, je voudrais, avant de répondre à la question, je voudrais revenir à un truc assez simple par rapport aux gens, justement, qui remettent en cause l'opportunité de cet investissement. En ce qui concerne Rajbilat, là, on est sur un terrain où les gens vous disent, voilà, la déphosphorisation pose problème. Tout simplement, j'ai discuté avec des cadres de Toussiani, qui sont, c'est des sidérurgistes qui sont spécialistes. Et là, ils vous disent, écoutez, si on va investir, parce que finalement, il y a 4 unités tout au long du chemin de fer, une unité à Rajbilat de pré-traitement, une autre à Béchar, une autre, je pense, à Michelia, et la 4e au niveau de Betewa. Alors, ils vous disent, si nous, grands groupes internationaux, multinationaux, c'est les Chinois, vont faire des milliers de kilomètres avec des équipes managériales, vont venir investir des milliards, vous croyez qu'ils vont jeter leur argent par les fenêtres? Exactement. Non, mais c'est un truc, c'est un raisonnement qui est sain, finalement. Oui, mais alors, ces campagnes agressives, ça gêne. Bon, oui, on pense évidemment à notre voisin de l'Ouest, comme dit Samy, mais pas que. Il y a peut-être d'autres acteurs dans ce secteur minier que ça peut déranger. Je pose la question. Tout à l'heure, on a cité la déclaration de la directrice générale du FMI. Il y a un aspect assez important. Oui. Le fait d'encourager tout ce qui est industrie, M. Kaoui, le fait de lancer de grands projets structurants, ça permet justement de se libérer de ce qui est hydrocarbures, qui écrase tout, finalement. C'est d'essayer d'avoir des ouvertures, de développer, de transformer l'économie. Parce que finalement, la voie ferrée Rajbilat-Oran va transformer l'économie. Elle va permettre non seulement la création d'emplois, mais des ouvertures vers d'autres industries, métallurgiques, automobiles. Ça va ouvrir des perspectives énormes. Et là, effectivement, je vous rejoins, Samia, ça dérange. Il y a une vraie dernière question. Qui risqueraient de perdre des parts de marché, sachant que l'Algérie aujourd'hui est le deuxième producteur d'acier en Afrique après l'Égypte. Donc l'ambition, qu'est-ce qu'il en sera quand on va doubler nos capacités? Donc on sera de loin le premier producteur. Et puis l'Algérie est le 9e producteur dans le bassin méditerranéen, sachant que nos amis français sont dans la 2e position, les Italiens, et tout ce monde aura un concurrent de taille qui sera l'Algérie et qui dispose de vrais avantages compétitifs, la disponibilité du gaz, le coût du gaz et la possibilité d'articuler tout cela
dans une industrie mécanique, En une minute. probablement avec des partenaires Justement, c'est l'objet de ma question. Je ne voulais pas qu'on asiatiques, qu'on termine ce sans qui en parler. viendra Monsieur remettre Kaoubi, un petit peu en cause les dernière stratégies à fake court et à news. moyen Monsieur terme. Kaoubi, dernière fake news, enfin, vous nous direz, c'est que les investisseurs étrangers ne viendront pas parce que c'est un investissement trop lourd. Pas du tout. Ils sont là. Donc, Ils sont déjà là. C'est au présent qu'on doit conjuguer les choses, ce n'est pas dans le futur. Et puis, on verra. On verra parce que l'Algérie est en train de transformer ses avantages comparatifs en avantages compétitifs. Quand on parle d'amélioration du climat des affaires, c'est justement sécuriser les approvisionnements, les permaniser et les permettre à des coûts compétitifs. C'est ça qui va attirer les investisseurs dans le domaine de la sidérurgie. Les Qataris sont là, Davantage, les Turcs voilà, sont là, parce qu'il y en a et qui les sont déjà Chinois là. sont là. Les Trois États-Unis et nations l'Inde, sont même Sont intéressés. par pourraient être intéressées. Donc, trois nations qui sont des nations importantes dans le marché de l'acier. Ça sera de même avec d'autres segments d'activité, le rail, la mécanique, l'agriculture aussi, qui pourront donner toute la dimension à un pôle important, à mon sens, qui sera le pôle industriel Tindouf Béchar. Merci beaucoup, Monsieur Mahfoud Kaoubi. Merci à Sami Kaidi. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous, Riyad Mamri Abdelkrim, journaliste à Ifriqiya FM. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit très prochainement. Excellente suite des programmes. Au revoir.